Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission dans laquelle on va parler solidarité, car c'est bien un geste solidaire que s'apprêtent à faire 3 étudiantes en GLT à l'IUT de Sarreguemines. Marine, Lucie et Émilou vont envoyer un conteneur rempli de mobilier à destination d'un immense bidonville à Manille, aux Philippines. 2 d'entre elles sont d'ailleurs venues nous en parler, c'est Marine et Lucie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. D'ailleurs, merci d'être venues aujourd'hui nous parler de votre projet. C'est un gros projet que vous avez mené toute l'année. Vous restez avec nous, on en parle tout à l'heure. Sandrine nous accompagnera évidemment aussi. Salut. Salut Margot. Alors on lira ensemble les idées de création d'entreprises les plus folles de nos internautes. C'est ça, et tu verras, il manque pas d'idées. Voilà, on verra ça tout à l'heure. La tempête Kiara est passée dans la nuit de dimanche à lundi, mais ce n'est pas la première à faire des ravages dans les environs. Souvenez-vous, en juin 2018, une tempête avait été particulièrement dévastatrice pour la commune de Klein-Blittersdorf. Presque 2 ans plus tard, on fait un état des lieux avec Marie-Morgane qui est sur place. Salut Margot, alors les chiffres sont assez impressionnants. Depuis la tempête, plus de 150 chantiers ont été menés à Klein-Blittersdorf pour réparer ou empêcher qu'une nouvelle catastrophe se produise. Ici, je suis actuellement au pont de Blies-Ransbach qui est actuellement en construction. Il doit être entièrement refait. Alors, autre chiffre important, c'est 200 000 € de dons pour aider les habitants qui ont été touchés par la tempête de 2018. On en reparlera tout à l'heure pour expliquer à quel point les habitants, les particuliers, mais aussi les commerces ont pu être aidés après ce qui s'est passé. On aura également une interview du maire de la commune pour parler de tous les chantiers. Merci Marie-Morgane, on en parle dans un instant. Nous sommes le mercredi 12 février 2020. Voici les infos à retenir aujourd'hui. L'Aglo booste le très haut débit. Un nouveau commandant pour la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach. Une cérémonie de passation s'est déroulée hier à la caserne de Sarreguemines. Olivier Lourson succède à Frédéric Delfosse qui rejoint l'état-major du SDIS 57 à Metz. Tous les deux ont été salués pour leur état de service exemplaire. Elle avait succédé à Angela Merkel à la tête de la CDU et était pressentie pour devenir chancelière en cas de victoire de son parti lors des élections législatives en 2021. Annegret Kramp-Karrenbauer a démissionné de la présidence du parti, faute de n'avoir pas su ramener le calme en son sein après une élection tumultueuse en Allemagne de l'Est. Nul ne sait encore qui prendra sa succession à la tête du parti conservateur allemand. Quand les anciens rencontrent les nouveaux. Hier, dans le restaurant d'application du lycée Simon-Lazare de Sarreguemines, une douzaine d'anciens élèves ont prêté main forte aux apprentis pour la préparation des plats, de la salle et le service. Un moment de partage, de retrouvailles et de transmission du savoir-faire. Mathieu Otto, ancien élève du lycée Simon-Lazare, a profité de cette rencontre pour offrir à l'établissement le plat en cristal, conçu spécialement pour présenter sa recette au concours Bocuse d'Or Monde. Un cadeau pour remercier le lycée de l'avoir soutenu dans toutes ses aventures. Le sel a fait les beaux jours de Sarralbe pendant plus d'1 siècle. Que reste-t-il aujourd'hui des salines? Solvay a tout changé parce que Solvay c'était déjà le social tout de suite au départ. Solvay a L'or blanc du pays d'Albe, c'est Histoire d'Histoire, demain sur Mosaïque Cristal. Les prévisions météo pour demain avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Au menu pour demain, je vous propose de la pluie et encore de la pluie. Les nuages seront déjà nombreux en matinée, apportant avec eux des précipitations. Elles vont se généraliser en journée et seront présentes encore toute la nuit. Côté température, pas d'évolution. Les minimales iront de 1 à 2 degrés, les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, le soleil nous accompagnera de 7h43 à 17h48 et comme tous les 13 février, nous fêterons les Béatrices. Et ni la tempête ni la pluie ne semblent perturber
perturber les mésanges dans le jardin d'Isabelle. Elle continue à venir régulièrement pour se nourrir et se mettre à l'abri dans le petit nichoir. Un grand merci à sa fille Aurélie pour la photo. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos petits instants de vie par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. On retourne à Klein-Blittersdorf après la tempête du mois de juin 2018. Une vague de solidarité s'est formée pour aider les habitants. Et c'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet. En passant aujourd'hui dans le centre de Klein-Blittersdorf, difficile d'imaginer son état il y a 1 an et demi. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2018, une tempête s'est abattue dans le secteur. La commune allemande a été particulièrement touchée. Dans cette rue, les habitants ont vu leurs voitures emportées par l'eau et la pluie s'infiltrer dans leur habitation. Après la catastrophe, une belle chaîne de solidarité s'est formée. De l'aide matérielle avec des meubles mis à disposition, mais aussi de l'aide financière. Des concerts de bienfaisance ont par exemple été organisés par le Lions Club et le Rotary Club. 200 000 € de dons ont été récoltés. Les habitants et les commerçants ont pu faire des demandes auprès de la municipalité pour être aidés. En parallèle, une centaine d'habitants ont pu bénéficier d'une aide allant de 1 500 € à 10 000 € par le Land et la communauté de communes. La ville de Klein-Blittersdorf a aussi reçu une aide de l'État pour les dommages subis d'une hauteur de 750 000 €, dont une grande partie pour la rénovation du terrain de football de Blies-Ransbach. Le club a pu retrouver son stade comme neuf 1 an après la tempête. Pour le maire, l'objectif est aujourd'hui d'empêcher qu'un nouveau drame se produise. Des ateliers ont été organisés pour réfléchir à des solutions. Au total, 2,5 millions € ont été investis. Et 150 chantiers ont été menés depuis dans la commune pour réparer, mais aussi pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Le maire de la commune a répondu à nos questions. Après la tempête de 2018, la commune de Klein-Blittersdorf a décidé de réaliser de nombreux travaux. Qu'est-ce qui a été fait ? Also wir haben in den zurückliegenden knapp 2 Jahren extrem viel über unser Bauamt umgesetzt aus dem Starkregenereignis. Man muss an der Stelle auch wissen, dass in dem Jahr 2018 Nous avons effectué beaucoup de travaux en 2 ans après les fortes pluies. Il faut savoir que depuis 2018, environ 150 projets également individuels ont été mis en œuvre, de petits travaux mais aussi des plus importants. Depuis la catastrophe, ils sont devenus des priorités. Les derniers travaux auront lieu au premier trimestre 2020. Bien que d'importantes mesures de construction du pont de Blies-Ransbach seront mises en œuvre, probablement au second semestre 2020. Le pont doit être entièrement refait. En ce qui concerne les rénovations, c'est-à-dire suite aux dommages dus aux fortes pluies, nous avons également veillé à ce que des mesures soient prises rapidement pour à l'avenir minimiser les dommages en cas de fortes pluies. Vous avez un tout petit peu déjà répondu à la question, mais quels travaux restent encore à faire pour les prochains mois ? Wir haben dann auch parallel in dem zurückliegenden Zeitraum der letzten 18 Monate eine Kooperation mit der Uni Wasser Kaiserslautern. Nous avons également coopéré avec Uniwasser à Kaiserslautern pendant ces 18 derniers mois. Nous avons aussi contacté un géomètre pour élaborer un concept de prévention des fortes pluies. Il nous a présenté ce qui va et ce qui ne va pas dans la commune et jusqu'où on peut aller. Aber insbesondere, wo kann man sich verbessern, wo kann man sich optimieren. Dort wurden ungefähr 50 Risikoobjekte und Risikobereiche definiert. Une cinquantaine de zones à risque ont été définies. C'est notre base. C'est pour celle-ci qu'on investit en priorité. On prend des mesures préventives. Ensuite, nous investirons dans les prochains mois, les prochaines années, dans des autres domaines liés au changement climatique. Vorsorge betreiben kann, Prävention betreiben kann. Und das wird die Aufgabenstellung der nächsten Monate, Jahre sein, wo wir in verschiedenen Bereichen nochmal investieren werden, um im Hinblick auf zukünftige Starkregenereignisse, Klimaschutz, Klimawandel lässt grüßen an der Stelle. Also da wird einiges auf die Städte und Gemeinden auch in Zukunft mehr zukommen wie in der Vergangenheit, um dort, wie gesagt, entsprechend Vorsorge zu betreiben. Et dans l'actualité, la 3e compagnie d'incendie et de secours Sarreguemines Beach change de chef. Le commandant Delfos cède sa place au capitaine Bourson. Les images de la cérémonie de passation de commandement.
Les uniformes d'Apparat étaient de sortie hier en fin d'après-midi au centre d'intervention et de secours de Sarreguemines. La 3e compagnie d'incendie et de secours voit partir le commandant Frédéric Delfosse qui va rejoindre l'état-major du SDIS de Moselle au département de gestion des risques et des crises. Hier, il a transmis le commandement de la compagnie à son successeur. Ce que je retiendrai essentiellement, c'est l'aventure humaine, parce que c'est beaucoup de contacts avec l'institutionnel, les personnels, la population, les industriels, et comprendre les enjeux du territoire. Aujourd'hui, on est dans un territoire à dominante rurale, où les enjeux ne sont pas les mêmes que sur un territoire urbanisé en termes de sécurité civile. Son successeur, le voilà, le capitaine Olivier Lourson, auparavant chef de centre à Frémin-Merlebach. Pour lui, c'est un retour à ses origines. C'est à Sarreguemines qu'il a fait ses premiers pas de sapeur-pompier. Sa mission de commandement, il la veut proche des hommes sous ses ordres. Alors, des hommes sous mes ordres, oui. C'est vrai, je suis placé en tant que tel, mais je suis plutôt un homme à leur côté. C'est-à-dire que c'est à moi d'être à leur écoute, de leur apporter les réponses à leurs différentes interrogations, de faire l'interface avec l'état-major et surtout d'occuper le plus souvent possible les territoires. À la tête de la 3e compagnie d'incendie et de secours, l'une de ses tâches sera la coopération avec nos voisins allemands. Un aspect frontalier présent tout au long de sa carrière. Je parle couramment allemand. Je pense que le transfrontalier doit être cultivé, doit être développé parce que nous sommes à quelques pas les uns des autres. Et l'aide mutuelle, elle doit se faire de la manière la plus aisée possible, la plus facile possible. Et de ce fait-là, si les hommes se connaissent, le travail se fera beaucoup mieux. La cérémonie s'est déroulée selon les us et coutumes, mais a dû faire face à quelques rafales. Une manière de souhaiter bon vent à chacun dans son nouveau poste. Un voyage musical et pictural était proposé aux spectateurs pour la saison culturelle de Sarreguemines hier soir. Et les spectateurs sont venus nombreux. En voici un extrait commenté par Guillaume Dumonteil. Unis dans la vie comme sur scène. Emmanuel Chopin au basson et Emmanuel Bourreau au piano sont mariés et tous les deux enseignants au conservatoire de Sarreguemines. Ils se sont produits hier à l'auditorium du Casino lors d'un spectacle original combinant musique et peinture. L'ouïe et la vue. Cette association des sens est propice à la méditation, une manière de s'émouvoir et d'éprouver la sensibilité propre à chacun de nous. Et voilà, c'était donc les infos du jour. Juste après la pause, on parle de création d'entreprise avec nos internautes. Et nos deux invités seront Lucie et Marine, deux étudiantes qui mènent un projet humanitaire à destination des Philippines. C'est dans un instant. Le saviez-vous ? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. De nombreuses entreprises sont créées chaque année dans la région et si vous pouviez être votre propre chef d'entreprise, quel serait votre projet ? Eh bien, c'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui. Sandrine, nos internautes ont-ils été inspirés par cette question ?
Très inspirée, alors j'ai eu des réponses assez inattendues, d'autres un petit peu plus prévisibles, mais de manière générale, nos internautes sont tous d'accord pour dire que même si on a des idées, le plus dur c'est de les concrétiser et de se lancer et surtout de réussir à fiabiliser une entreprise ou un commerce dans le temps. Le commentaire de Marie-Elisabeth le confirme, elle nous écrit « J'ai toujours eu envie d'ouvrir une boutique de confiserie d'antan, mais après maintes et maintes renseignements pour une ouverture, c'est impossible de nos jours. Vu le loyer excessif d'un local, sans la marchandise et ni les frais autour, c'est très difficile. Quand je vois un commerce sur 2 qui ferme, il faut réfléchir à 2 fois avant de s'endetter pour rien. » Mais ça n'empêche quand même pas nos internautes d'avoir des idées. Muriel, par exemple, nous dit un lieu non religieux pour faire des cérémonies laïques de mariage ou d'enterrement. Donc c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément et qu'on ne trouve pas partout. Les personnes, par exemple, athées ou simplement qui n'ont pas envie de lier ces événements à la religion, ce serait intéressant pour elles. D'autres internautes ont le courage de franchir le pas et d'ouvrir eux-mêmes leur commerce, comme Cindy qui nous écrit « J'ai créé la mienne il y a quelques mois. Je me suis lancée dans la création de robes, tutus et d'accessoires pour enfants car je n'aimais pas ce que je trouvais en magasin, trop basique, pas assez personnalisable, etc. Quel plaisir de voir des petites puces porter une de mes créations. » Et encore Christine qui nous raconte « Moi j'étais nounou et je faisais du bénévolat au crématorium et les gens me disaient toujours s'il y avait une salle pour un café gâteau ce serait bien et là j'ai ouvert mon entreprise, je fais les cafés et gâteaux pour les personnes qui viennent pour des décès et c'est vrai, au final c'est ce qu'il y a de mieux à faire, d'être à l'écoute des personnes et de pouvoir répondre à un besoin essentiel et utile pour eux. Donc un grand bravo à ces personnes qui ont osé se lancer. Oui, qui ont eu le courage, c'est pas toujours évident, il y a beaucoup d'inconnus dans la création d'entreprise et l'essentiel c'est d'avoir des rêves et de pouvoir les concrétiser. Merci Sandrine. De rien. On change de sujet. Elles sont 3 et ont décidé de se lancer dans un projet assez ambitieux. Marine Fendler, Émilou Muller et Lucie Pennec, élèves à l'IUT GLT de Sarreguemines, ont les yeux rivés vers les Philippines, non pas pour un voyage de vacances, mais pour réaliser une action humanitaire dans le cadre de leur cursus. Alors 2 d'entre elles sont avec nous aujourd'hui, donc c'est Lucie et Marine. Alors vous allez nous en parler dans un instant de ce projet, mais avant ça j'aimerais qu'on regarde un reportage qui a été réalisé par Thibaut Desmerlet, histoire de mieux comprendre. Voici la mission. Acheminer une cargaison de mobilier scolaire à destination d'une école dans un bidonville de Manille aux Philippines. Une énorme organisation que Marine, Émilou et Lucie ont gérée de A à Z, aidées par leur professeur Richard Zingraf. Elles ont mobilisé toutes leurs compétences pour pouvoir construire étape par étape leur projet scolaire. Et d'ailleurs, elles ont réussi à rassembler la totalité de l'argent nécessaire pour la livraison, soit plus de 2 685 €. Dons d'entreprise, tombola, subventions, les aides étaient très variées. Un projet à but pédagogique, mais pour les filles, c'est aussi pour la bonne cause. C'est ce qu'on voulait faire justement parce qu'on était intéressés plutôt par l'humanitaire et non par l'entreprise, le financier, vraiment dépasser les frontières et découvrir autre chose et venir aussi en aide aux personnes qui sont un peu plus démunies et qui ont besoin d'aide, justement. Par le biais de leurs professeurs, elles sont entrées en contact avec le groupe ERDA. Il comprend 2 associations, le siège de la fondation à Manille aux Philippines et le relais ERDA Centre-Europe à Sarreguemines. Le groupe soutient de nombreux projets pour les enfants. L'association épaule financièrement le projet des filles et les renseigne sur la situation aux Philippines. Nous avons créé un compte dans notre comptabilité IUT 2020, ce qui permet à ce moment-là à tous ceux qui soutiennent leur projet de déduire les fonds qu'ils versent à travers notre association, de les déduire des impôts. Donc c'est le soutien essentiel que nous leur apportons et également nous pouvons leur donner des conseils sur la façon de faire des Philippins. Le conteneur envoyé par voie maritime comprend plus d'une trentaine de tables et de chaises, des tableaux de cours et même des rétroprojecteurs. Ils ont généreusement été donnés par des particuliers, l'IUT elle-même ou encore des commerçants. C'est l'entreprise Bolloré Logistique qui a rejoint l'aventure et qui prend en charge le transport. Ça va partir en barge jusqu'au port d'Anvers. Arrivé au port d'Anvers, la barge va être déchargée. Le conteneur sera stocké sur les terminaux portuaires. Puis le vrai départ, l'embarquement du navire se fera donc le 28 février. Arrivée prévue le 6 avril. Avant ça, le conteneur devra être transporté jusqu'à l'IUT pour charger l'équipement le 14 février. Marine, Émilou et Lucie pourront compter sur l'aide de tous leurs camarades de classe.
Waouh, c'est un gros projet, les filles, on l'a vu, hein, c'est super ambitieux ce que vous avez fait. On rappelle que vous avez seulement 19 ans, vous êtes en gestion logistique et transport à l'IUT de Sarreguemines. Expliquez-nous ce projet. Donc c'est un projet tutoré dans le cadre de votre cursus, mais qui en a eu l'idée de ce projet-là? Alors c'est un projet, on avait l'idée dès le début de faire un projet dans l'humanitaire, et donc on en a parlé à notre prof tuteur, qui nous a mis en relation avec une ancienne élève de l'IUT. Et de là, on a commencé à avoir des contacts et des rendez-vous avec l'association ERDA. D'accord. Et du coup, on a pu envisager l'envoi d'un conteneur jusqu'aux Philippines. Voilà. Ok. Comment s'est passé les premiers contacts avec cette association? Vous la connaissiez avant? Non, on ne connaissait pas du tout l'association. Donc on a été en contact avec une ancienne étudiante et puis on s'est rencontrés 2-3 fois. Et... D'accord, donc j'allais vous demander pourquoi les Philippines, mais finalement... c'est plutôt lié à l'association, parce que l'association est uniquement avec les Philippines. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous savez de ce pays, les Philippines, finalement? Nous, on y connaît... on n'a pas de lien particulier avec le pays. Par contre, on sait qu'il y a énormément de pauvreté, énormément de personnes qui vivent avec presque rien. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager pour ce pays, mais on n'a pas d'attrait spécial pour leur culture. D'accord. Donc on rappelle que Manille, c'est une grande ville qui est malheureusement partagée entre les bidonvilles et ultra-urbanisation. On le voit très bien sur cette photo qui est à l'écran. Il y aurait plus de 10 000 enfants dans les rues, qui n'ont pas de toit, qui risquent leur vie à chaque instant et surtout qui ont encore moins accès à l'école. Donc en fait, votre objectif, c'était d'envoyer du mobilier dans une école pour que ces enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, c'est ça. Et puis parce que le fait qu'ils étudient, ça peut permettre après de leur ouvrir des portes et un peu de les sortir de la misère. Oui, c'était l'objectif à l'origine. Mais l'humanitaire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touchait déjà avant? Oui, moi c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement depuis de nombreuses années et je souhaiterais plus tard poursuivre dans ce domaine-là. D'accord. Et donc pour moi, c'était vraiment important de faire un projet tutoré où on pouvait affilier ce qu'on apprend en cours et quelque chose qui me tient à cœur, donc pouvoir aider une population qui en a besoin. Depuis combien de temps alors je t'ai pas demandé, Lucie, toi c'est pareil, j'imagine, c'est l'humanitaire. Moi je suis assez plutôt je travaille dans l'associatif, mais l'humanitaire ça me branchait aussi. Et après on s'est rencontrés et on a tout de suite parlé d'un projet humanitaire et on s'est dit il faut absolument qu'on fasse ça. Vous étiez d'accord avec Émilou aussi, puisqu'on rappelle que vous êtes 3 dans ce projet-là. Elle est pareille, j'imagine que vous. Oui. Elle nous a dit quand on lui a parlé de ce projet-là, elle nous a dit ah oui, je suis avec vous. Donc vous vous êtes bien trouvés. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là? On a commencé au mois de mars, donc ça va faire bientôt 1 an qu'on travaille sur ce projet. Mais on a véritablement commencé la recherche de fonds et ce qui va avec au mois de septembre. D'accord. Quelles ont été les étapes clés? Vous avez commencé par ça, la recherche de fonds? Oui. C'était important? Oui, on a dû trouver près de 3 000 € pour envoyer ce conteneur. D'accord. Donc on a fait plusieurs actions, on a eu des sponsors, on a fait une tombola, on a vendu des biscuits, d'autres actions comme ça. Et pendant le même temps, quand on était en contact avec l'association, on a établi les besoins pour savoir ce qu'ils avaient vraiment besoin comme matériel, avec quoi remplir le conteneur. D'abord, ça devait être des vêtements, et maintenant, c'est plutôt des tables et du matériel scolaire. D'accord. Donc, les dons que vous avez récoltés, vous vous y attendiez ou pas du tout? Vous avez été surprise par la quantité récoltée? Non, on a été surpris par la quantité récoltée. En fait, on a récolté plus de choses que ce qu'on avait véritablement besoin. D'accord. Et parce qu'on est limité en place dans le conteneur. Donc, niveau dons de tables, de chaises, on a eu de l'IUT, de particuliers, on a eu des dons de vêtements aussi, des dons de jouets. Donc, on a eu énormément de dons différents. Les gens, ils ont entendu parler de notre projet et se sont vraiment investis. Du coup, on était vraiment très étonnés et très contentes. D'accord. On le voit sur les images, donc on vous voit en train de travailler. Vous avez aussi été épaulé par votre professeur. Et j'imagine que vous n'étiez pas seule dans ce projet-là? Non, pas du tout. Monsieur Zingarde vous a beaucoup aidé pour la recherche de contact, la prise de rendez-vous.
Et ensuite, par rapport à l'association aussi, on avait pas mal de contacts, des anciennes recrues de l'association qui nous ont aidés. Et l'IUT nous a aidés pour la partie plutôt administrative du projet. D'accord, oui, c'est aussi important de gérer ça, évidemment. Donc l'idée, en fait, vous êtes en 2e année de GLT. L'idée, en fait, c'était de mener un projet de A à Z. Alors, vous avez choisi ce thème-là, mais ça pouvait être aussi n'importe quoi d'autre. Hein. Ouais. Et donc là, vous avez terminé. Donc d'ici vendredi, le conteneur va être chargé. C'est ça. Ok. Et il part vendredi aussi. Et il part vendredi et il arrivera le 6 avril, c'est ça? Oui, à Manille. D'accord. Après ça, toutes les deux, vous allez partir en stage à Manille, justement. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas, en fait? On va réaliser un stage qui va durer 2 mois. Ouais. Donc la première mission, on va réceptionner le conteneur, on va assurer la distribution dans l'école. Ensuite, on aura d'autres missions. On verra ça une fois que le conteneur sera parti. D'accord. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire pour le temps que le conteneur sera parti. Donc la mission précise sera déterminée après vendredi, une fois que tout le conteneur sera terminé. D'accord, donc vous allez partir 2 mois. Est-ce que vous allez rencontrer les enfants que vous avez aidés grâce à ce conteneur? Oui, quand on va distribuer les tables, les chaises, tout le matériel, on va pouvoir rencontrer toutes ces personnes. D'accord. Vous appréhendez un petit peu? Quel est votre état d'esprit là, à quelques mois du départ? Moi, j'ai plutôt hâte de partir. J'ai hâte de découvrir quelque chose de nouveau, se confronter vraiment à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc c'est sûr que c'est l'inconnu, ça fait un petit peu peur, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ouais. Ça rend plus fort, j'imagine, aussi, de découvrir d'autres cultures, qui est une culture complètement différente de la nôtre. Est-ce que vous êtes déjà un peu renseigné sur le mode de vie local? On vivra dans l'association, donc on sera vraiment confronté à leur mode de vie. Donc on s'est un petit peu renseigné sur Internet et puis avec les partenaires dans l'association, mais on n'a pas vraiment d'infos très très précises. Bon, je pense qu'on verra sur place, en contact avec les gens, on apprendra énormément de choses. Vous avez des appréhensions? Des choses que vous redoutez là-bas? Non, nous, pas tellement. Mais d'autres personnes, oui. Donc on rappelle que vous partez pas seul, hein. Vous êtes encadré là-bas sur place avec l'association Erda, voilà, qui est une association qui a été créée en 1974 et qui vise à aider les enfants et les ramener sur les bancs de l'école, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'en rentrant, vous aurez un compte-rendu à faire de tout ça, j'imagine, à présenter devant tout le monde? On va rendre un rapport et on va aussi présenter une soutenance en revenant du stage. D'accord. Et le fait de faire le stage, ça apporte, j'imagine, beaucoup, le fait d'avoir vécu l'expérience pour de vrai. Ouais, ça va nous... C'est un enrichissement personnel et ça sera... Oui, ouais. Alors, je sais que Marine, tu m'as un peu répondu tout à l'heure par rapport à tes ambitions futures. Toutes les deux, comment vous voyez votre avenir professionnel d'ici quelques années? Moi, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais vraiment me consacrer vers tout ce qui est solidarité humanitaire. D'accord. Je ne veux pas juste travailler dans une entreprise. Voilà, je veux vraiment faire quelque chose qui a un but derrière. Voilà. Donc c'est une vocation? Voilà, c'est ça. Ok. Et Lucie? Et moi, j'aimerais dans plusieurs années travailler dans le transport maritime et dans une entreprise ou une association, mais plutôt spécialisée dans le transport maritime. Et plutôt dans ma vie privée, faire de l'associatif ou de l'humanitaire. D'accord. Donc c'est pour toutes les deux finalement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui. Voilà. Et bien en tout cas c'est un très beau projet. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau, d'en avoir parlé avec nous et on vous souhaite que tout se passe bien, que votre stage se passe bien et voilà, plein de bonnes choses. Merci. Merci. On va continuer maintenant en découvrant une entreprise, c'est celle d'Achille Muller. Cet ancien coiffeur a suivi les traces de son père, chef de chantier au sein de la plus grande entreprise du secteur. Il décide alors de devenir maçon et en 1957, il crée l'entreprise Muller à Petit-Réderchin. Aujourd'hui, c'est son fils Gaston qui est aux manettes. Nous l'avons rencontré sur un chantier, c'était à Ypelin. En octobre 2017, un incendie a ravagé la salle socioculturelle d'Ypelin. Les tribunes, les pistes de quilles étaient aussi détruites. Le temps était long avant de pouvoir passer à la reconstruction. Assurance, bataille juridique, permis de construire, il y avait plusieurs phases à respecter. Mais aujourd'hui, ça y est, les travaux ont enfin pu démarrer. Une renaissance pour le maire de la commune.
nous sommes à Ypelin, au stade de Ypelin, et on refait la salle polyvalente. On est en phase de reconstruction. Voilà, on est à peu près un peu plus de la moitié du chantier. Il y aura une salle polyvalente, un clubhouse, une salle de quilles et des vestiaires pour le club de foot. Le chantier est assez grand, mais bon, on a déjà fait plus grand que ça. Le CHS à Sarreguemines, les 24 logements. En ce moment, je fais du coffrage. Il y a la mini-pelle où ils ramènent du remblai à l'extérieur. L'établissement Muller a été créé en 1957. Je suis né à dimanche et mon père il a commencé l'entreprise le lundi. C'était familial. À ce que je sache, c'est la deuxième plus ancienne entreprise du pays de Bitche. Elle est spécialisée en gros œuvres. On fait également du TP. C'est à peu près un tiers du chiffre. Les clients, c'est du 50% marché public et 50% marché privé. C'est mon épouse et moi qui gérons l'entreprise. J'ai un ouvrier, David, qui veut reprendre. Ils partent en retraite et ils m'ont proposé de reprendre l'entreprise. Et ouais, ça fait depuis 15 ans que je suis là et ils se sont dit que je dois être apte pour reprendre. Je lui ai appris beaucoup de choses aussi, parce qu'il a démarré, il est sorti de l'école. Il a commencé aux établissements Muller. Ça me fait chaud au cœur de me faire confiance pour reprendre l'entreprise. Il restera un peu derrière moi pour me suivre un peu. Mais oui, je pense que je peux être à la hauteur. Le grand point fort, c'est que nous sommes super équipés. On peut s'attaquer à des chantiers de grosse envergure. La preuve, on a plusieurs pelles, on a plusieurs camions. On était toujours parmi les précurseurs en engins et même en informatique. L'entreprise était informatisée en 1982 et en 1984, on faisait déjà les payes sur informatique. J'investis encore. Il y a 2 ans, j'ai acheté une pelle. L'année dernière, j'ai acheté la grue. Et là, je suis en train d'acheter une mini-pelle encore. Le carnet de commande, il va à peu près jusqu'à 4 mois là actuellement. On termine au fourneau avec Christophe Faust qui nous présente une recette de famille qui est traditionnellement servie dans les fermes et les auberges des Hauts-de-Vosges, la tourte de la vallée de Münster. Excellente fin de programme à tous et à tous. À demain. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre émission culinaire sucré-salé et d'autant plus avec notre invité du jour qui a soif de partage. Et d'ailleurs, la recette qu'on vous propose aujourd'hui se trouve dans son recueil de recettes qui s'intitule « La cuisine de nos grands-mères ». On va vous en parler un petit peu plus tout de suite dans l'émission, mais d'abord, je vous laisse découvrir le portrait de Christophe Faust. Christophe Faust est d'origine alsacienne. Ses débuts en cuisine, c'est avec sa grand-mère qu'il les a fait durant les vacances passées chez elle à Münster. Il a d'ailleurs repris bon nombre de ses recettes dans le recueil « La cuisine de nos grands-mères » disponible à l'UPT ou directement chez lui et qu'il a écrit il y a une quinzaine d'années. Christophe a suivi une formation de boucher-traiteur et aujourd'hui il est formateur. Il donne des cours de cuisine, anime des soirées à thème et est expert en œnologie. Sa passion, faire découvrir de bons vins lors de soirées dégustation organisées chaque semaine. Toutes les informations sont sur son site internet Les Tentations de Faust. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Et alors on a découvert un petit peu à l'instant ton parcours, mais je vais te poser la question quand même. Est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé ? Plutôt salé. On aurait pu le deviner avec le cursus que tu as eu. Tout à fait. Et alors par contre, j'en ai pas encore parlé du tout. On va le découvrir maintenant. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? Cuisiner une tourte de la vallée de Münster. Alors, vallée de Münster, mais on est bien d'accord, il n'y aura pas de Münster dans la tourte. Non, c'est juste pour situer l'endroit où on fait la tourte. C'est une tourte qu'on sert dans les fermes auberges sur les menus Marclair. D'accord. Et il me semble bien que cette recette, c'est un petit peu une recette signature pour toi. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, puis c'est une recette familiale de ma mère, de ma grand-mère, qui est transmise de génération en génération. D'accord. Donc c'est tout un savoir-faire que tu nous partages aujourd'hui. Tout à fait. Ben, je suis ravie de découvrir ça avec toi. On va s'attaquer à la préparation dans un instant. Mais avant ça, je vous propose de découvrir les ingrédients.
Pour cette recette, il vous faudra un mélange de 600 g de viande de porc cru et de 400 g de veau, un verre de vin blanc, un verre de lait, une échalote ciselée, de la chapelure blanche ou de pain au lait, du persil plat, un oignon, un œuf, de la muscade, du sel et du poivre. Pour la pâte, il vous faudra 1 kg de farine, un œuf, 400 g de beurre, 250 ml d'eau et 15 g de sel. Vous pouvez également prendre une pâte feuilletée pour le dessus de la tourte. Alors maintenant qu'on connaît tous les ingrédients, on va pouvoir commencer. C'est quoi la première étape de cette recette? La première étape, c'est de faire la farce. Comme ça, elle a le temps de macérer, de mariner un petit peu. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tout mélanger ensemble, c'est ça? Ouais, on va juste préparer une petite pâte avec la chapelure. Okay. Donc on va prendre notre chapelure. Voilà, on va la mouiller avec le vin blanc et le lait. Voilà. Là, on mélange avec les doigts. Voilà, à l'ancienne cuisine des grands-mères, c'est grand-mère. Voilà, donc on y rajoute, l'idéal c'est aussi de préparer tous les ingrédients pour le mettre très vite, parce que là, si on le laisse tremper tout longtemps, ça commence à durcir, après on a du mal à le mélanger. Okay. Voilà, donc là j'ai mon hachis. Faut être efficace alors. Ouais. Mon hachis. Le persil haché. Voilà, un gros oignon ou alors un petit oignon avec une échalote. D'accord. Donc là, le sel, le poivre. Voilà, un tout petit peu de noix de muscade. Voilà. Après, donc on peut le mélanger ou alors on peut rajouter un œuf. L'œuf, moi je le rajoute en général quand j'ai un hachis qui est parfois un petit peu plus gras pour éviter qu'il tire un petit peu de graisse ou de jus. Mais là, il est plutôt maigre, donc on n'a même pas besoin de le rajouter. D'accord. Et le fait de mélanger à la main, ça permet aussi de sentir sur les doigts. Je te laisse faire, hein, je te crois sur parole, je le vois moi. D'accord. Voilà, donc on a notre farce, ça colle un petit peu sur les mains. Là, on va pouvoir la mettre au frais le temps de faire la pâte. D'accord. Ça permet aussi à la viande de prendre un petit peu les saveurs des épices, les saveurs des oignons, du persil. Ok, bah alors on va le mettre au frais et prendre... Je te laisse le mettre au frais, je vais me laver les mains. Et on va prendre en attendant tous les ingrédients qu'il faut pour faire la pâte. Ok. Alors, on a donc récupéré tous nos ingrédients pour réaliser la pâte, c'est ça? Tout à fait. Et comment on procède? C'est une pâte classique brisée ou... brisée, c'est une brisée traiteur, ça s'appelle. Moi, je m'en sers pour tout, pour faire du pâté en croûte, des tartes aux fruits, etc. C'est une pâte neutre, donc on peut tout faire avec. L'avantage, c'est qu'elle n'absorbe pas le jus. D'accord. Il y a un tout petit inconvénient, c'est qu'il faut faire 1 kg de pâte à chaque fois parce qu'on met un œuf. D'accord. Donc, mais après, c'est quelque chose qui se congèle très bien, qu'on peut diviser en 4. Voilà, il faut environ 250 grammes de farine pour une pâte. Donc là, vu qu'on met qu'un seul œuf, on est obligé de partir sur 1 kg de farine. Ok, ça marche. Et ben on peut tout de suite découvrir comment on procède. Voilà, donc là, mon kilo de farine, j'ai rajouté une pincée de sel. Donc je vais rajouter 400 grammes de beurre. Donc que je vais travailler toujours à la main, que je vais sabler. Voilà. Donc on y rajoute notre œuf. On y rajoute l'eau. Voilà, l'eau, je ne mets pas tout de suite, j'en laisse toujours un petit peu. Parce que selon la taille de l'œuf, selon la farine, parfois il ne faut pas tout à fait un quart de litre. Et puis il vaut mieux qu'elle soit trop sèche et avoir de l'eau à rajouter que l'inverse, parce que sinon c'est plus difficile à rattraper. Voilà, et donc là on va la travailler jusqu'à ce qu'elle forme une boule. Voilà. Super. Et donc là, hop, je t'enlève le bol. On va pouvoir, comme tu disais, la travailler tout de suite du coup, et l'étaler. Donc on a nos 4 parts. Donc ça, on va le garder pour faire notre déco. Ok. Et donc là, on a notre pâte qui est finie, qui est étalée.
on la met dans le moule, mais ça va être notre pâte qui va servir pour le fond de la tourte, c'est ça? Pour le fond, on peut la mettre au-dessus, mais moi j'aime bien un feuilletage au-dessus pour avoir vraiment le côté croustillant. Donc là, on a tout qui est fait, notre pâte qui est prête. Elle n'a pas besoin de reposer plus que ça, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Alors on va pouvoir au final la garnir et la terminer. C'est les dernières étapes qui nous restent. Mais avant ça, je vous propose de regarder un sujet sur la ferme Lang à Ormersviller et on vous retrouve dans un instant. La ferme Lang se trouve au 11 rue des Pins à Ormersviller. Anthony Lang est éleveur et producteur de viande bovine et porcine, mais il vous propose aussi des œufs et des légumes frais de saison qu'il cultive sur son exploitation. Ces produits sont disponibles sur commande en vente directe à la ferme ou sur les différents marchés hebdomadaires et paysans du secteur. En saison estivale, il organise également des marchés fermiers le dimanche matin dans la cour de sa ferme pour un moment d'échange en toute convivialité avec les consommateurs et divers autres producteurs locaux. Alors on a maintenant sorti notre viande qui était restée au frigo et on va pouvoir garnir notre tourte. Voilà, donc elle est restée au frigo le temps de faire ça, ça a permis de mariner déjà un petit peu. Ah oui, du coup elle est bien garnie. Hein. C'est une tourte gourmande, on va dire. Ouais, tout à fait. Après, c'est une tourte de montagne, il faut bien que ça nourrisse le corps. Voilà, on replie un petit peu le bord. Donc le feuilletage, je l'ai étalé, je l'ai mis au frais. Donc le feuilletage, plus il est froid, plus il montera. Voilà, donc déjà là, on met un petit peu de jaune d'œuf autour. C'est juste un jaune d'œuf, on n'a rien rajouté dedans. Juste mélangé. Ouais. Voilà. Voilà, donc le jaune d'œuf en dessous, ça va permettre de coller sur l'eau de pâte. Voilà, le petit papier, ça permet de la lever plus facilement. Ma pâte, je sais qu'elle n'attache pas, donc ça, j'ai pas de souci, mais c'est juste pour pouvoir la lever. Et comme ça, je colle mon feuilletage en dessous, donc on lui donne bien sa forme ronde, on répartit bien. Faut pas oublier de faire une cheminée, ça permet de sortir la vapeur. Voilà, et comme ça on aura un beau feuilletage. Alors là on va déjà mettre de l'œuf et ensuite on va faire une petite déco. Voilà, on va pouvoir. Qu'est-ce qui nous reste comme dernière étape? Une petite déco. Ouais. Voilà, donc on va déjà faire des petites feuilles de vigne. Ok. Voilà, donc on va les couper comme ça. Je peux en faire aussi? Oui, bien sûr. Et après avec le dos du couteau on trace. Je te copie. Hein. Voilà, on va faire quelques-unes. Comme ça? Parfait. Je laisse faire les feuilles. Je vais faire, vu qu'on a mis du vin dedans, on va rappeler ça. Faire une petite grappe de raisin. Voilà, tu vas pouvoir les disposer un petit peu à droite à gauche là, de la petite liane. Super. Ça suffit? Ouais, c'est très bien. Nickel, on a la petite grappe de raisin, trop cool. Voilà. Vraiment trop chouette cette déco. Voilà, donc là on remet un tout petit peu d'œuf dessus, pareil. Pour que ça dore. Pour que ça dore et que ça sèche. Et là on peut la mettre au frais. Et là oui, on la laisse au frigo pendant au moins 2 heures. Minimum 2 heures. Voilà. Ok, bah je te laisse la mettre au frigo. Et voilà, alors, on a récupéré notre tourte, notre très belle tourte qui est restée 2 heures donc, au frigo. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on va remettre un petit coup d'œuf, parce que là le premier œuf qu'on avait mis juste avant de le mettre au frais a séché un petit peu. Donc ça va permettre d'avoir une belle couleur brune sur la tourte. D'accord. Et l'œuf qu'on va mettre à la dernière minute, ça va permettre d'avoir un brillant. Ok. Voilà, et en plus le fait de laisser refroidir la pâte, ça permet de la faire monter beaucoup plus parce qu'au-dessus on avait mis un feuilletage. Et là maintenant, vraiment l'ultime étape c'est de l'enfourner, on est d'accord? La cuisson, ouais. Donc on a préchauffé notre four à 200, ouais. On enfourne. Il est maintenant bien chaud. Voilà, et on réduit à 180. D'accord.
Et on en fond pendant combien de temps? Pendant 1 heure. Ok, très bien. Donc nous, on va se retrouver dans 1 heure. Mais en attendant, je vais te laisser regarder s'il ne reste pas 2 ou 3 questions dans le frigo. Alors il faudrait vraiment que tu ailles ouvrir le frigo. D'accord. Et tu vas regarder un petit peu. La cuisine, c'est une histoire de famille chez toi. Oui, par la force des choses, ma mère, ma grand-mère, qui faisaient à manger comme tous les anciens. C'était à manger tous les jours et tous les jours. J'étais toujours dans les jupes de l'un, de l'autre. Donc par défaut, et c'est quelque chose que j'aime manger. Donc par défaut, j'avais envie de savoir faire et comment faire et de comprendre comment ça fonctionne. Et après, du côté de mon père, boucher de père en fils depuis plusieurs générations. Donc pareil, on a un rapport avec la viande, avec les plats, avec la charcuterie. En plus, en étant alsacien, boucherie, charcuterie, beaucoup de plats cuisinés, beaucoup de charcuterie cuisinée, etc. C'est la question la plus récurrente posée lors d'une dégustation ou sur un salon. Mais vu que je touche à la cuisine et au vin, ce qu'on me demande très souvent sur une dégustation, on me demande qu'est-ce qu'on peut manger avec tel vin ou tel vin, ce qu'on vient de goûter. Et sur des salons où je fais des démonstrations culinaires ou des cours de cuisine, on me demande qu'est-ce qu'on va pouvoir boire avec le plat qu'on vient de préparer. Et la dernière, qu'est-ce qu'on retrouve comme recette dans mon livre de la cuisine des grands-mères? C'est quasiment tout l'héritage familial. C'est recettes de ma mère, de ma grand-mère, de la dame qui me gardait quand j'étais petit, d'avoir un peu cette double culture lorraine, alsacienne. Et ça permet de garder un petit peu la mémoire et surtout de transmettre et de partager. Partager, c'est le plus important, que tout le monde puisse en profiter. Alors au bout d'1 heure de cuisson, on peut voir que elle a bien doré, elle a bien cuit, elle est vraiment magnifique. Elle est très 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 belle. Et puis sinon pour la dresser, on a préparé une petite assiette avec un peu de salade, des radis et puis des tomates, c'est ça? Voilà, des petites crudités. Je te laisse l'honneur de la découper parce que moi j'ai pas envie de découper dans nos décorations. Voilà. Parfait. Et là notre assiette elle est terminée, décorée. Je te remercie en tout cas d'être venu partager cette recette avec nous. Tu reviens quand tu veux, c'était vraiment un énorme plaisir de t'accueillir. Et puis de votre côté, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir retrouver la recette sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Est-ce que je peux te laisser dire encore un dernier mot? Peut-être tu donnes des cours aussi de cuisine, on peut te trouver sur des salons. Est-ce que tu as peut-être une date à partager? Est-ce que tu as envie? Des cours de cuisine, des cours de dégustation, j'ai différents clubs sur l'UPT, sinon j'ai un site où vous pouvez voir toutes les dates. Okay. Et prochaine date, c'est le week-end du 7-8 mars à Rohrbach Beach où je ferai des démonstrations. Ok, donc dans le coin, donc si vous avez envie de venir à sa rencontre, n'hésitez pas. J'affiche aussi juste ici le site internet pour retrouver toutes les informations, toutes les recettes. Tu postes aussi pas mal de photos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram aussi. Oui. Donc c'est une personne à suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse découvrir tout ça et très bonne journée.